Alors, merci à Isabelle Olivier et à Santé Mentale de me donner l'occasion, dans un premier temps, de présenter le contrôle général des lieux de privation de liberté. Et dans un second temps, je vous présenterai et je vous transmettrai les constats que le CGLPL fait sur l'isolement, la contention et les personnes détenues dans les établissements de santé. Alors d'abord, la présentation du contrôle général des lieux de privation de liberté, donc le CGLPL, qui a été créé par une loi du 30 octobre 2007 à la suite de la ratification par la France d'un protocole facultatif de la Convention des Nations Unies contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Il exerce un contrôle des lieux dans lesquels sont placées des personnes privées de liberté en application de décisions administratives ou judiciaires, c'est-à-dire qu'on visite tous les lieux, donc comme les établissements hospitaliers à cause des placements sur décision du directeur ou du préfet, mais également les prisons, les centres éducatifs fermés, les locaux de garde à vue, les centres de rétention administrative. Alors aujourd'hui, le contrôleur général s'appelle Adeline Hazan, elle est magistrate d'origine. Elle a été nommée pour un mandat de 6 ans, non renouvelable. Bon, c'est la loi de 2007 qui prévoit qu'elle ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. Elle ne peut être poursuivie à l'occasion des opinions qu'elle émet ou des actes qu'elle accomplit. Elle ne peut être révoquée et elle est astreinte, ainsi que ses équipes, au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance. Alors, quelle est la mission du contrôle général? C'est de vérifier que les droits des personnes privées de liberté sont respectés, quel que soit le lieu où elles se trouvent. Donc chaque année, on effectue 150 missions, 150 visites. Les visites peuvent être annoncées ou inopinées dans les petits lieux. Les petits lieux, c'est les lieux de garde à vue, les centres éducatifs fermés ou les centres de rétention. Les missions sont toujours inopinées. Dans les hôpitaux ou dans les prisons, ces visites peuvent être soit inopinées, soit annoncées. Elles sont inopinées quand on a reçu des courriers qui nous informent qu'il y a de possibles maltraitances dans les lieux. Donc 150 visites par an. À titre d'exemple, en 2016, concernant les établissements de santé, on a fait 14 CHS, 11 secteurs de psychiatrie et 3 UHSA. Et depuis 2008, on a visité 215 établissements de santé, juste pour donner des chiffres. Par ailleurs, on traite 4000 courriers par an parce qu'on a la possibilité d'être saisi par n'importe quelle personne, que ce soit un patient, un détenu, un avocat, une association, un professionnel, quel qu'il soit, une famille. N'importe quelle personne peut saisir directement le CGLPL, ce qui est une originalité par rapport à d'autres autorités, comme par exemple le Défenseur des droits. Voilà, donc l'équipe, elle est pluridisciplinaire. Ça aussi, c'est une originalité par rapport à d'autres mécanismes de prévention européens. Monsieur Delarue, qui a été le premier contrôleur général, avait fait le choix de recruter dans les contrôleurs tous les métiers de personnes qui travaillent dans les lieux qu'on visite. Donc on a un général de gendarmerie, on a 2 commissaires de police, on a des avocats, on a des magistrats. On a des directeurs de prison, on a des médecins, on a une directrice de la PJJ, enfin vous avez compris ce que je veux dire. On a tous les métiers dans lesquels les gens, dans des lieux qu'on contrôle. Ça, c'est une originalité. Et par exemple, on peut visiter un commissariat de police. Par exemple, un médecin et un directeur de prison peuvent visiter un commissariat de police. Et il est arrivé, même si ça crée parfois des remous, qu'on visite un hôpital sans médecin. Bon, on essaye de ne pas le faire, mais c'est arrivé. Donc, je veux dire, c'est ça la pluridisciplinarité voulue par Jean-Marie Delarue et poursuivie par Adeline Hazan. La particularité aussi du CGLPL, c'est qu'il émet des recommandations et il n'a pas le pouvoir d'injonction. Donc, à l'issue de nos visites, on rédige des rapports. Et si vous souhaitez voir nos rapports, on a un site qui est cglpl.fr. On émet aussi des avis sur un certain nombre de sujets, qu'ils soient pénitentiaires ou autres. Et donc, tous les avis, tous les rapports de visite que nous effectuons sont sur notre site, donc cglpl.fr. Voilà, ça c'était la présentation. Je suis à votre disposition pour d'autres informations sur le contrôle général, mais ce n'était pas le sujet et je voulais quand même vous donner des informations quand même sur notre autorité administrative indépendante. Voilà, maintenant on aborde le sujet de l'isolement et la contention par quelques éléments d'introduction. Il est clair que le CGLPL ne peut apprécier la pertinence thérapeutique des mesures d'isolement et de contention
puisque nous ne sommes pas habilités, évidemment, à donner notre avis sur ces mesures, puisque nous ne connaissons pas les patients, même si, encore une fois, il y a des médecins dans l'équipe, c'est pas notre travail. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est fait, quand on fait nos visites, on voit qu'il est fait une grande utilisation de ces mesures et que les modalités d'application sont très hétérogènes. Et que par ailleurs, jusqu'à la mise en place des registres, on en reparlera, très variable d'un établissement à l'autre, il est impossible de quantifier leur fréquence. Et ça, c'est clair, il existe des atteintes aux droits fondamentaux, donc c'est le cœur de notre mission, le droit d'être soigné sur le plan somatique, le droit à la sécurité, le droit à l'intimité, le droit à la dignité. Ce matin, les personnes qui ont participé à la première table ronde l'ont évoqué et ça rejoint nos constats, je le développerai tout à l'heure, le droit aux visites, la satisfaction des besoins physiologiques, et nous, ce qu'on préconise par ailleurs, c'est donc la diminution du recours à ces mesures, la nécessité d'une traçabilité sous la forme du registre qui est maintenant préconisé par la loi, et de favoriser la définition et l'évaluation des politiques tendant à limiter ces pratiques. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire en introduction. Maintenant, passons au constat que nous faisons sur l'isolement. Alors d'abord, le nombre de chambres d'isolement. Alors d'abord, on dit chambre d'isolement, mais il y a des appellations très diverses, vous le savez. C'est parfois chambre de soins intensifs, chambre d'apaisement, chambre de sécurité. Bon, vous savez aussi que maintenant, la loi dit que quand on ferme une chambre ordinaire, ça rentre aussi dans le champ de la nouvelle loi. Enfin, nous, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est tout ce qu'on appelle chambre d'isolement, chambre d'apaisement. Bon. Alors, leur nombre est extrêmement variable d'un secteur à l'autre, pardon, d'un centre hospitalier à l'autre, d'un pôle à l'autre, voire d'un secteur à l'autre. Et donc, ça veut dire que les pratiques sont très différentes d'un endroit à l'autre. Alors maintenant, la description des chambres d'isolement. Alors nous, dans nos rapports, et si vous allez encore une fois sur notre site, vous verrez que notre description est extrêmement minutieuse. On décrit leur accès, leur surface, leur mobilier, l'éclairage, la fenêtre pour savoir si elle s'ouvre ou pas, la climatisation éventuelle, l'existence d'un patio pour se promener et éventuellement fumer, l'existence d'un bouton d'appel et son accessibilité si le patient est sous contention, l'existence de seaux hygiéniques, l'existence d'une horloge permettant le repérage dans le temps. Alors, sur l'accès aux sanitaires et à la douche, il y a un problème majeur. Je vais vous donner un exemple. Je ne vous parle pas des hôpitaux qui n'ont pas fait l'objet de rénovation dans les anciens, je fais exprès de dire ça, asiles comme Prémontré ou par exemple, qui n'ont pas encore été rénovés. Je vous parle d'un hôpital que j'ai visité il n'y a pas très longtemps, qui a fait l'objet d'une rénovation absolument magnifique. Les chambres sont vraiment magnifiques, les couloirs sont magnifiques, les chambres sont dotées de sanitaires, enfin c'est vraiment un endroit génial. Bon. Et puis on arrive à la chambre d'isolement. Et la chambre d'isolement, elle est repeinte avec des couleurs plutôt pas mal, enfin apaisantes, au saumon, bon, ce que vous voulez. Et puis au beau milieu de la chambre, il y a un seau hygiénique. Alors pourquoi y a-t-il un seau hygiénique ? Parce que l'accès à la douche et surtout au WC se situe de l'autre côté du couloir. Et les infirmiers nous disent, comme le patient est trop agité, on ne peut pas l'emmener de l'autre côté du couloir, donc on lui met un seau hygiénique. Alors voilà un hôpital qui a consacré des millions d'euros pour une rénovation qui est par ailleurs géniale. Vraiment, c'est très beau. Je n'exagère pas, les chambres, tout ça, c'est très beau. Et la chambre d'isolement qui vient d'être faite, eh bien, elle est totalement indigne, avec le seau hygiénique qui trône au milieu de la chambre et une absence de réflexion totale sur la dignité du patient en chambre d'isolement et donc l'inaccessibilité du patient à la douche et surtout au WC et la persistance d'un seau hygiénique. Voilà. Donc nous, on est très sensibles à ces questions-là et on décrit tout ça. Et alors il se trouve que dans cet hôpital, la rénovation avait touché 4 unités sur 5. Et donc le directeur m'a demandé dans quel endroit on pouvait voir une chambre d'isolement aux normes, parce que la 5e unité n'avait pas été refaite. Et donc dans la 5e unité, j'espère que la 5e unité va être dotée d'une chambre d'isolement
permettant la dignité du patient. Bon, après, on regarde le protocole d'isolement et on s'aperçoit qu'il n'est pas forcément respecté sur la décision de placement à l'isolement, notamment qui doit être renouvelée toutes les 24 heures, notamment le week-end. Donc le week-end, il n'y a pas forcément un psychiatre qui vient... alors quand c'est des week-ends, c'est très fréquent, je vois des têtes qui se... Bon, ça arrive très fréquemment. Alors quand c'est un week-end de 3 jours comme la Pentecôte ou le Pâques, on voit très fréquemment que la prescription n'est pas... Enfin, très fréquemment, pas très fréquemment, mais ça arrive souvent. C'est la question de la prescription si besoin, qui reste encore une prescription pour les patients arrivants, c'est-à-dire qu'on met l'Oxapac si besoin et chambre d'isolement si besoin, donc ça veut dire que la prescription est faite par anticipation. Le statut d'admission qui doit être transformé normalement pour les patients en soins libres après 12 heures, ça a été dit ce matin, la surveillance infirmière toutes les heures, les visites médicales, je viens d'en parler, et un point très important, ce matin on a dit qu'il fallait que la durée du placement en chambre d'isolement devait être réduite au maximum, oui, à condition que le patient ait conservé son lit hôtelier lorsqu'il est placé en isolement. Alors il y a 2 cas de figure, soit il arrive directement de l'extérieur, il a été directement mis en chambre d'isolement, auquel cas il n'avait pas de chambre dans son secteur, dans son unité. Donc là, on ne lui a rien conservé du tout puisqu'il n'avait pas de lit. Donc il faut lui en prévoir un assez rapidement pour qu'il puisse sortir de la chambre d'isolement et avoir un lit hôtelier. Soit il avait un lit et à ce moment-là, il faut lui conserver. Or, dans beaucoup d'unités qu'on visite, il y a une suroccupation. Et donc, dès que le patient A va en chambre d'isolement, le lit de monsieur A est occupé par monsieur B, ce qui fait que quand monsieur A, on considère qu'il n'a plus besoin d'être en ISO, eh bien, il n'a plus de lit. Donc, du coup, il reste en ISO parce que son lit est occupé par monsieur B. Et donc, à ce moment-là, il reste en ISO soit en porte ouverte, en chambre d'ISO porte ouverte, soit, enfin, de toute façon, il reste en ISO, même si c'est porte ouverte, tant qu'il n'y a pas un lit qui est libéré, puisqu'il n'a plus de lit dans son unité. Donc, c'est vraiment un problème majeur pour limiter la durée de la chambre d'ISO, qu'on conserve son lit hôtelier. Il y a la possibilité d'envisager un isolement séquentiel. Il y a le problème de la surveillance par le médecin généraliste et par le psychiatre qui a décidé de la mesure. Ensuite, il y a le droit à la sécurité. Alors, il y a le problème de la localisation des chambres d'ISO. Il y a des endroits où on a vu que les chambres d'ISO sont localisées extrêmement loin du poste de soins infirmiers. On a vu, par exemple, un poste de soins infirmiers au rez-de-chaussée et des chambres d'ISO à l'étage, avec pas forcément des boutons d'appel. Et on a vu nous-mêmes que les patients sont obligés de crier, de taper à la porte. Donc, évidemment, c'est pas fait pour... apaiser le patient, si déjà qu'il est supposément agité si on l'a mis en chambre d'ISO, si en plus il faut qu'il hurle, c'est pas forcément bien. L'horloge, j'en ai parlé. Il y a un énorme problème aussi concernant l'utilisation des agents de sécurité pour maîtriser les patients. Il y a beaucoup d'endroits, pas partout, où les agents de sécurité, ils doivent être informés de la présence des patients en cas de problème d'incendie, mais ils sont utilisés, il y a des endroits pour tous les actes en chambre d'ISO, c'est-à-dire les repas, la douche, la distribution des médicaments. Les agents de sécurité font masse, sont des hommes, donc ils rassurent. Bon, c'est pas le rôle des agents de sécurité. Les visites, par exemple, l'idéal, c'est qu'il y ait un salon contigu, l'intimité. Il y a le problème de l'utilisation des caméras de vidéosurveillance, voire la sonorisation. Les agents de sécurité pour la toilette, j'en ai parlé. Le pyjama, le droit au respect de la dignité. Le problème du tabac, c'est parfois, on est parfois obligé d'augmenter le traitement parce qu'il n'y a pas de réflexion sur la question du tabac en chambre d'isolement. Les substituts nicotiniques ne résolvant pas forcément la question du tabac. Et à la sortie de l'isolement, reprise de l'épisode de l'isolement avec le patient. Sur la contention, c'est la même chose, l'existence d'un protocole, la pratique étant très variable d'un endroit à l'autre. Il y a des CH qui ont fait le choix de l'absence totale de contention. La pratique est parfois peu interrogée. On a parlé ce matin des complications thromboemboliques. Il faut qu'il y ait une surveillance par un médecin généraliste, et ça, c'est pas forcément fait, parce qu'il y a encore des hôpitaux où il n'y a pas une présence d'un médecin généraliste, et le médecin généraliste n'est pas forcément informé des
Déplacement en contention, elle est très utilisée durant les transports, notamment pour le JLD, quand le JLD ne fait pas l'audience sur place. Bon, sur le registre, on en a parlé longuement ce matin, je ne vais pas y revenir. Ça permet une traçabilité et l'interrogation surtout sur les pratiques et sur l'évolution des mesures. Un dernier point, ça je veux absolument y insister, même s'il ne me reste que 2 minutes, c'est la question des personnes détenues. Alors, il y a actuellement 9 UHSA, unités hospitalières spécialement aménagées, créées par la loi de 2002. Ça fait 440 lits, alors que normalement, il y a encore 300 places supplémentaires qui sont prévues pour une deuxième tranche. On espère qu'elles seront financées. Mais comme les UHSA fonctionnent pas forcément immédiatement, c'est-à-dire qu'il y a parfois un délai pour une admission dans ces UHSA, il y a souvent une admission dans le cadre de l'article D398 du Code de procédure pénale dans les hôpitaux de rattachement. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on constate ? Le plus souvent, les patients détenus sont en chambre d'isolement, souvent en contention, sans rapport avec leur état clinique, parce que les gens ont peur d'une fugue ou ils ont peur tout simplement de la représentation que le patient détenu a. C'est un voleur, un violeur, quelqu'un de menaçant dans la représentation du personnel soignant. Donc il n'a pas de pronade, il n'a pas d'accès aux activités, il n'y a pas de protocole avec l'établissement pénitentiaire, alors que normalement il doit y en avoir un pour fixer tout ce que je viens de vous dire. Il n'a pas d'accès au tabac, il n'a pas d'accès au téléphone. Donc souvent c'est un échec de la prise en charge parce que le patient préfère rentrer à l'établissement pénitentiaire alors qu'il n'est pas guéri et que son état n'est même pas stabilisé, ce qui veut dire que c'est un échec total de la prise en charge. Pour les soignants qui ont demandé, les soignants de l'établissement pénitentiaire qui ont demandé l'admission à l'établissement hospitalier, pour l'établissement hospitalier, ce n'est pas une réussite non plus. Donc en conclusion, il faut vraiment ne pas céder aux pressions sécuritaires et il faut donc soigner ce patient par rapport à son état clinique. En conclusion, il reste beaucoup à faire pour améliorer les pratiques sur les sujets de l'isolement et de la contention, et le patient ne doit pas être un objet de soin, mais un sujet de droit. Je vous remercie et je vous remercie pour votre aide.